Bonjour à tous, bienvenue à votre édition d'information matinale sur la télévision panafricaine. Au Mali, à Bamako, au lendemain de la signature de l'accord de paix, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsou, s'est insurgé au cours d'une conférence de presse contre le manque de reconnaissance des plus hautes autorités maliennes envers la force internationale de ce pays, la MINUSMA, après son engagement pour le retour de la stabilité dans le pays. Un reportage de Dina Koussou. Faisant allusion à la salve de critique lancée par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie de la signature de l'accord de paix à Bamako, le chef de l'opération de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a exprimé ce samedi sa déception en pleine conférence de presse face au manque de reconnaissance de l'exécutif malien après tous les efforts de la MINUSMA dans le combat pour le retour de la stabilité au Mali. C'est quand même la première fois dans l'histoire du Mali que toute la communauté internationale s'est mobilisée pour aider votre pays. Alors moi je demande simplement que cela soit un petit peu reconnu. Hein. On ne demande pas des effusions de reconnaissance, mais que ce soit reconnu. Hein. Les sacrifices humains, le courage dont font preuve au quotidien nos soldats, nos policiers, nos civils, qui sont bombardés, qui sont frappés d'obus de mortier, qui sautent sur des mines, c'est quand même pas des choses légères. Abandonner son confort dans son pays d'origine, venir ici pour sauter sur une mine, ça mérite quand même d'être reconnu. Voilà. Occasion pour le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU de rappeler que des sanctions seront prises contre les violateurs du cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité a très clairement affiché son intention de soumettre à sanction les violateurs du cessez-le-feu. Et je dis tous les violateurs. Or, quand nous regardons ce qui s'est passé depuis le 27 avril, force nous est de constater que toutes les parties quasiment ont été responsables de violations du cessez-le-feu. Au sortir de cette conférence, Hervé Latsou a toutefois émis le souhait de voir dans les plus brefs délais l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad qui aboutira à la signature de l'accord. Au Ghana, plusieurs personnes sont descendues dans les rues d'Accra, la capitale, pour exprimer leur exaspération face aux coupures intempestives d'électricité. Les promesses faites par le chef de l'État il y a quelques jours sont de toute évidence tombées dans des oreilles de sourds. Uriel Abaga. Les rues d'Accra étaient bondées de monde samedi. Des personnes excédées manifestant contre les coupures d'électricité de plus en plus longues. De l'avis de plusieurs spécialistes présents au Ghana, la production des barrages hydroélectriques de ce pays a fortement baissé. Un fait qui ralentit toutes les activités du Ghana, de l'industrie à la télévision, en passant par l'éducation. Je suis professeur. Mes étudiants passent leurs examens. Ils n'ont pas d'électricité pour apprendre. Les affaires s'effondrent et si vous venez dans la région d'Ashanti, il peut ne pas y avoir de lumière pendant une semaine et au bout d'une semaine, la lumière peut apparaître à midi et s'éteindre à 5 heures. Une situation évidemment embarrassante pour le régime de John Dramani Mahama, attaqué de toutes parts en raison des arrêts récurrents de la fourniture en énergie sur le territoire ghanéen. Il y a quelques mois, le chef de l'État avait annoncé que son parti et lui s'activaient à trouver des accords avec des partenaires privés pour la mise en place de panneaux solaires et d'autres énergies renouvelables. Des promesses qui tardent à se matérialiser et qui, à mesure que la crise de l'énergie s'empire, ne font qu'exacerber la colère des populations qui avaient appelé à la démission du président de la République s'il ne pouvait pas régler ce problème. La solution ne viendra pas maintenant, mais nous voulons que le gouvernement entende que oui, nous sommes nombreux et nous souffrons, et que quel que soit ce qu'il doit faire, il faut trouver des solutions. Il doit y avoir des solutions. Ces coupures permanentes de courant ne peuvent que fragiliser l'économie du Ghana, considérée comme l'une des plus stables de sa sous-région et même de tout le continent. En attendant les solutions préconisées par le numéro 1 ghanéen, les populations continuent à subir les délestages et la pression sur le régime de John Dramani Mahama ne s'estompe pas. Au Burundi, à présent, le président Pierre Nkurunziza est de retour à Bujumbura, où la tension reste particulièrement forte. Il va désormais diriger un pays en crise qui est prêt à replonger dans le chaos pour sauvegarder les acquis des accords d'Arusha. Comment le président burundais va-t-il s'en sortir? Peut-il d'ailleurs s'en sortir? Telles sont les questions auxquelles Samperonba va tenter de répondre. Pierre Nkurunziza a donc regagné son palais et son fauteuil présidentiel.
après une escale en Tanzanie où il a attendu quelques heures pour que le coup d'État orchestré par le général Godefroid Niyombare soit mis en échec, tout juste quelques heures, le temps que les putschistes annoncent leur reddition, alors même que la population poussait des cris de victoire et s'engageait dans la bataille déclenchée par l'annonce du coup d'État militaire. Mais le rêve d'un Burundi sans Nkurunziza n'aura pas duré bien longtemps. Désormais, l'homme qui tente de conquérir un troisième mandat peut rire de ses adversaires. L'échec du coup d'État a le mérite d'avoir fortifié le chef de l'État de ces petits pays d'Afrique centrale dans sa position et celui aussi d'avoir montré à ceux qui pensent pouvoir le déloger par la force qu'il a une armée fidèle et capable de tenir le choc d'un nouveau putsch. Mais les événements de ces derniers jours ont de quoi faire penser que les lendemains peuvent tourner au chaos et à la chute pour Pierre Nkurunziza, parce que l'homme a touché à au moins l'un des fondements des accords d'Arusha qui établissait notamment la limitation des mandats présidentiels à 2, même si les juristes s'efforcent d'expliquer que dans le fond, l'ancien maquisard va à la conquête d'un deuxième mandat via le suffrage direct, le peuple considère qu'il présidera pour un troisième quinquennat successif. Et dans l'ordre des soutiens, Pierre Nkurunziza a la fidélité de l'Union africaine et de ses pairs de la sous-région de la SADC. Mais contre lui, Pierre Nkurunziza a son voisin rwandais, le président Tutsi Paul Kagame. Et même si de nombreuses puissances occidentales et africaines ont condamné le putsch, elles ont aussi clairement indiqué qu'il ne serait pas propice pour l'actuel président du Burundi de rester au pouvoir. Les États-Unis ont dans ce sens appelé Nkurunziza à la retenue. Que fera donc Pierre Nkurunziza dans un pays qui retrouve malheureusement ses esprits belliqueux, alors que la guerre sur fond de tribalisme et de génocide n'est pas passée depuis très longtemps? Que fera-t-il face à une armée déstabilisée par un putsch commandité par l'opposition ou même par lui-même, selon certains politologues? Pierre Nkurunziza ira certainement aux élections, mais pour l'instant, 4 de ses prédécesseurs l'invitent à se retirer. Le Burundi, petit pays pauvre d'Afrique centrale, pourrait connaître une nouvelle fois les affres de la dictature. En Côte d'Ivoire, plus d'1 millier d'Ivoiriens ont participé vendredi dernier au lancement de coalitions composées de ténors de partis politiques de la majorité de l'opposition. Objectif, s'opposer à une réélection du président Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Dina Koussou. Ce vendredi, Abidjan a été marqué par le lancement officiel d'un mouvement nommé Coalition nationale pour le changement, composé de personnalités politiques ivoiriennes qui ambitionnent faire opposition au chef de l'État Alassane Ouattara, qui est candidat à sa propre élection pour la présidentielle d'octobre prochain. C'est en présence de plus d'1 millier de personnes que des ténors de la majorité de l'opposition ont formé leur entité. Nous sommes pour la bonne démocratique. Nous sommes pour les élections transparentes. Nous sommes pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes positifs, nous ne sommes pas négatifs. Évidemment, si nous avons des candidats, que Ouattara est candidat, et puis comment il est, si nous avons des candidats, ce sera notre adversaire et on va le battre. Au total, 13 cadres de la politique ivoirienne, dont l'ex-premier ministre Charles Konan Banny, ancienne personnalité de la majorité présidentielle, et l'ex-président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly, membre actif de l'opposition. Tous étaient présents au premier meeting de la Coalition nationale pour le changement, en abrégé CNC, dans un hôtel de la capitale économique, Abidjan. Au Gabon, clôture du séminaire de formation des journalistes gabonais s'est tenue vendredi dernier à l'école de la magistrature de Libreville. Sur le thème justice et médias, autour de 3 modules de formation, les séminaristes ont confronté leur expérience et partagé leur savoir-faire. Georges Mapango. Les journalistes gabonais ont été édifiés sur la complexité du métier de juriste, mais surtout sur la tâche qui leur incombe dans le traitement de l'information relative aux affaires judiciaires. Des professionnels de la communication, venus essentiellement du Gabon, de France et du Cameroun, ont rappelé les règles d'éthique et déontologique qu'impose le Code de la communication. Et dans la rédaction de leurs articles de presse, les experts Stéphanie Hartmann, Anne-Marthe Mvoto et Michel-Philippe Nzé ont joué pleinement leur rôle autour de 3 modules au programme de cette formation, à savoir l'éthique et la déontologie, le droit pénal et des médias et la création d'un média web. Plusieurs ateliers d'échange ont rythmé cette formation. Pour avoir consacré du temps à l'organisation des présents travaux qui constituent un moment fort
de réflexion théorique et une étape importante de formation des futurs journalistes juridiques ou journalistes en devenir dans notre domaine. Fidèle au respect de la loi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Mundunga, n'a pas manqué d'inviter les séminaristes à restituer les connaissances acquises durant ce séminaire. M'adressant aux récipiendaires des attestations de participation à ce séminaire, je vous demande d'en être particulièrement fiers et de pouvoir vous en prévaloir, car ces attestations vous confèrent une présomption de compétences et de connaissances en matière de journalisme. Cette formation ambitionnait surtout d'amener les journalistes à respecter le travail de l'appareil judiciaire, souvent mis à mal par certaines révélations avérées ou non. En Égypte, Mohamed Morsi, l'ex-président islamiste égyptien destitué par l'armée en 2013, a été condamné à mort en première instance le week-end dernier pour des évasions de prison et des violences durant la révolte populaire de 2011. Mohamed Morsi, l'ex-président islamiste égyptien, a été condamné à mort en première instance samedi pour des évasions de prison et des violences durant la révolte populaire de 2011. Une centaine d'autres hommes et une femme, dont des dirigeants éminents de sa confrérie des frères musulmans, ont également écopé de la peine capitale qui doit, pour tous les accusés, recueillir l'avis non contraignant du mufti d'Égypte avant d'être confirmé ou infirmé le 2 juin. Le tribunal a décidé de transférer sa décision au mufti de la République afin de donner son avis conformément à la loi islamique. Morsi, premier président élu démocratiquement en Égypte, peut faire appel. Il avait déjà été condamné à 20 ans de prison il y a 3 semaines dans un premier procès pour des violences contre les manifestants durant sa courte mandature d'1 an. Le tribunal qui le jugeait au Caire devait prononcer les verdicts dans 2 procès. Le premier concernant Morsi et 128 co-accusés, dont des membres des frères musulmans du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais, pour des évasions massives de prison suivies de violences pendant la révolte populaire de 2011 ayant chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir, le second pour espionnage de 2005 à 2013, notamment au profit du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran. Le tribunal rendra sa décision le 2 juin 2015. Dans ce second procès, Mohamed Morsi, qui comparaissait souriant dans une cage insorisée, a échappé à la peine capitale dont ont écopé ses accusés. Dans le procès pour évasion, le prédicateur islamiste qatari Youssef Al-Kadoui figure parmi les condamnés à mort, mais il était jugé par contumace. En Grande-Bretagne, la France est un exemple en termes de nutrition, mais ne pas avoir d'enseignement obligatoire à l'école est totalement irresponsable, affirme Jamie Oliver, vedette de la cuisine britannique qui partit en croisade contre la malbouffe et l'obésité. Installé à l'étage d'un bus à Impérial avec lequel Jamie Oliver a fait le tour de Londres avec des écoliers abordant des slogans « Signez-la, partagez-la ». Invitons ici les passants à signer une pétition pour une éducation nutritionnelle obligatoire. Il s'agit du système alimentaire, il s'agit d'agriculture, il s'agit de malbouffe, de la façon dont nous tuons nos enfants. C'est une vraie inquiétude pour bon nombre d'entre nous. Ces magnifiques enfants derrière moi, en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays à travers l'Europe. Leur génération est statistiquement censée vivre une vie plus courte que la mienne. C'est totalement impardonnable. Et qui a du pouvoir de la mauvaise alimentation, la star des fourneaux et gros succès commercial prône pour une éducation alimentaire obligatoire afin de montrer aux enfants comment faire pousser quelque chose, comment on la récolte, comment on la cuisine et comment ensuite on la mange. Selon Jamie Oliver, la France, à l'échelle nationale, se porte plutôt bien sur la santé. En revanche, il y a des raisons de colère, mais aussi de mauvaises statistiques et pense que la France devrait également s'inquiéter. La vérité, c'est que la France à l'échelle nationale se porte plutôt bien sur la santé. C'est un pays intéressant. Il y a beaucoup à apprendre de la France, mais il y a des motifs de colère et de statistiques qui ne sont pas bonnes. Je pense que la France devrait
également s'inquiéter comme je m'inquiète. Rappelons que dans les années 2000, il avait déjà épinglé la tradition de malbouffe dans les cantines scolaires britanniques dans sa série de télé-réalité James School Diners. Une prise de conscience est opérée et le gouvernement vient d'intégrer les cours de nutrition au programme scolaire. En Afrique du Sud, en début du week-end dernier, la ville de Johannesburg a vu plusieurs centaines de personnes manifester, accusant la France de soutien à la filière charbon dans le pays, qui assure près de 90% de la production d'électricité locale, bien que très polluante. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi à Johannesburg, accusant la France de soutenir à la filière charbon en Afrique du Sud. Une filière qui assure près de 90% de la production d'électricité locale, bien que très polluante. À l'appel de l'ONG Earthlife Africa, les manifestants se sont rassemblés près du consulat de France à Johannesburg, dénonçant en particulier la construction par le groupe français Engie, ex-GDF Suez, d'une centrale de charbon de 6000 MW dans le nord du pays. Engie ou GDF Suez, c'est une très grande entreprise en France. Ils ont les ressources nécessaires pour construire de nouvelles infrastructures qui produisent de l'énergie renouvelable. Au lieu de ça, ils choisissent le charbon. Nous voulons qu'ils produisent de l'énergie renouvelable et s'éloignent du charbon. En 2013, en Afrique du Sud, le président français François Hollande avait salué ce constat d'une valeur annoncée de 1,5 milliard d'euros. La centrale a été commandée par la firme sud-africaine ex-Zaro Resources qui a creusé à proximité une nouvelle mine à ciel couvert où elle prévoit d'extraire près de 20 millions de tonnes de charbon par an à partir de 2015 pour alimenter Tabastessi et d'autres centrales. Je pense que si la France continue de financer des projets polluants en Afrique du Sud, elle va entacher son image de pays propre lors de la conférence internationale sur le climat cette année. Selon une étude publiée en 2014 par l'ONG Greenpeace, la pollution de l'air liée aux émissions des centrales de la compagnie publique Eskom, pour la plupart au charbon, cause environ 2200 décès prématurés par an en Afrique du Sud. Or, en raison de ces difficultés financières, Eskom vient d'être autorisé à continuer à déroger aux normes limites d'émissions polluantes que la compagnie aurait dû respecter à partir d'avril. La page culture de ce journal s'ouvre et c'est en France parce que plus connu pour ses rôles au cinéma que pour ses talents de peintre, l'acteur Sylvester Stallone expose au musée d'art de Nice ses toiles jusqu'à la fin du mois de mai. L'interprète de Rocky et Rambo montre au monde un autre visage de lui. Reportage. Le musée d'art moderne de Nice accueille jusqu'à fin mai une rétrospective des œuvres de Sylvester Stallone, plus connu pour ses rôles au cinéma que pour ses talents de peintre, exposition qu'il est lui-même venu présenter sur la Côte d'Azur hier samedi. La peinture, sans aucun doute, est la forme la plus honnête de tous les arts. Parce que c'est simple, ça ne pardonne pas. C'est devant nous pour être examiné de près et de façon personnelle. C'est devant vous, vous n'y pouvez rien. Donc je pense que c'est la forme la plus honnête de tous les arts. Sylvester Stallone a même profité d'un contretemps de M. Estrosi, retardé par sa présence aux côtés d'Emmanuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à la frontière franco-italienne pour sortir sur le parvis du musée. Il y a signé de nombreux orthographes et a ensuite interverti les rôles prévus initialement en accueillant lui-même Christa Estrosi à son arrivée au musée. L'interprète de Rocky et Rambo a expliqué aux côtés du député maire de la ville que la peinture touche les sens, la vérité est immédiate. Toujours en culture, cette fois aux États-Unis, du président Barack Obama à plusieurs autres hommes politiques et artistes du monde, les hommages ne cessent de tomber à l'endroit de B.B. King, roi de la soul décédé ce 14 mai à l'âge de 89 ans. À l'annonce de la mort de B.B. King, les hommages se sont multipliés à travers les États-Unis. La Chambre de commerce d'Hollywood a déposé une gerbe de fleurs devant l'étoile de l'artiste sur le fameux Hollywood Walk of Fame. Le président Obama a déclaré que le blues a perdu son roi et que l'Amérique a perdu une légende, évoquant une musique qui vous reste en tête et vous fait bouger. M. Obama a également rappelé que poussé par l'artiste lors d'un concert à la Maison-Blanche il y a 3 ans, il avait lui-même pris le micro pour s'essayer à la chanson Sweet Home Chicago. L'ancien président Bill Clinton, saxophoniste à ses heures perdues, qui a joué 2 fois avec le musicien, a salué un magnifique guitariste de blues. Une légende américaine s'en va, laissant en nous la magie des morceaux qu'il nous a offerts et qui nous restera à jamais.
L'autre guitariste de légende Eric Clapton a ainsi qualifié de phare du blues son cher ami en appelant dans une vidéo sur Facebook à écouter l'album B.B. King Live à De Regal. Né le 16 septembre 1925 dans le Mississippi au sud des États-Unis, l'enfance du musicien ressemble à celle des milliers d'enfants noirs, travailleurs agricoles dans la grande plantation du coton du Sud. Mais le jeune King, orphelin, voit sa vie se transformer quand on lui donne une guitare à l'âge de 12 ans. Il nommera plus tard toutes ses guitares Lucille. Le prénom vient d'une jeune femme, objet d'une bagarre dans un club où il jouait, qui s'était terminé en incendie. S'il souffrait de diabète chronique et d'une faiblesse au genou qui l'obligeait à jouer assis, B.B. King assurait en plaisantant dans un entretien accordé en 2007 que sa maladie la plus importante se nommait « J'en veux encore », promettant de jouer jusqu'à la mort. Direction la Thaïlande où, contrairement à ses voisins, le pays a su conserver vivace l'art millénaire du tatouage sacré, une tradition qui devient même une tendance chez certains étrangers, dont la plus célèbre est l'actrice Angelina Jolie. Prière et méditation. Un rituel obligatoire avant une séance de tatouage sacré, une tradition millénaire en Thaïlande. Appelés sakyan, ces tatouages supposés dotés de pouvoirs magiques doivent apporter force, santé ou richesse à leurs porteurs. Autrefois réservés aux guerriers, ils se sont répandus dans toute la société thaïlandaise et sont aujourd'hui très prisés des étrangers. C'est en premier lieu la beauté unique des motifs qui attire les étrangers. Et ensuite, ils savent que ces lettres gravées peuvent les aider à être plus forts. Petite prière, dessins géométriques ou figures mythologiques. C'est le maître tatoueur qui détermine ce qu'il va graver en fonction de la personnalité et des aspirations du futur tatoué. Un lien spirituel est censé s'établir entre le maître appelé Arjan et le disciple. J'ai finalement trouvé le parfait Arjan pour moi. Il est comme un grand frère, c'est mon mentor. Mais cet engouement des étrangers pour les tatouages sacrés n'est pas toujours bien vu en Thaïlande. Certains dénoncent les dérives commerciales d'un art au départ seulement rémunéré par des offrandes. Aujourd'hui, c'est une mode, mais ce genre de tatouage ne peut pas être vendu seulement pour sa beauté. Les croyances doivent aussi être respectées. Parmi ces croyances, les préceptes bouddhistes qui interdisent entre autres de faire du mal aux êtres vivants ou de consommer de la drogue et de l'alcool. Leur respect est une condition indispensable pour que le sakyan ne perde pas tous ses pouvoirs. La page sportive de ce journal s'ouvre à présent après l'échec des Spurs San Antonio au premier tour Play-off NBA. Tony Parker a reconnu lors d'une conférence de presse le week-end dernier à Villeurbanne ne pas avoir réalisé une meilleure saison. Le meneur de jeu de l'équipe de France se projette d'or et déjà sur l'Euro 2015 organisé en France. Mamadou Niang. L'équipe de France qui disputera le prochain championnat d'Europe de basketball masculin doit faire face à beaucoup de pression et d'attentes, a confié son meneur de jeu, Tony Parker. Avec l'équipe de France, on va dire, on a toujours attaqué des compétitions, on était un peu les outsiders, on n'a jamais été favoris. Et là, on va être favoris, donc c'est un nouveau statut, c'est des nouvelles sensations, parce que tout le monde va vouloir nous battre. On sait très bien que ça fait depuis 1993 qu'il n'y a jamais eu une équipe qui reçoit le championnat d'Europe qui gagne l'Euro, donc on sait qu'on aura beaucoup de pression, il y aura beaucoup d'attentes. C'est quand même une qualif aussi pour les JO. Pour atteindre l'objectif, à savoir la qualification aux JO Rio 2016, chaque acteur doit jouer pleinement sa partition. On a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter, mais tout le monde ne peut pas prendre tous les tirs ou prendre les rebonds. Ou il faut qu'on se partage les responsabilités, que chaque joueur sache son rôle. Et si on arrive à faire ça, on sera bien. Selon le meneur des jeux de bleu, l'Euro 2016 en France sera le meilleur de tous. De tous les euros que j'ai pu participer, ça sera le meilleur, je pense. Jouer à domicile, devant ta famille, devant tes amis, avec le public derrière toi, à mon avis, ça va être incroyable. Prévu en France, le championnat d'Europe des Nations est qualificatif aux Jeux Olympiques Rio 2016. Restons toujours en France. Le Paris Saint-Germain a remporté pour la 3e année d'affilée le titre de champion de France. L'entraîneur du club de la capitale Laurent Blanc parle d'une grande joie et pense déjà à la saison prochaine où il espère voir le triple champion de France franchir d'autres paliers. Vainqueur de Montpellier sur la marque de 2-1 en match comptant pour la 37e journée du championnat de France,
le Paris Saint-Germain remporte son 3e titre d'affilée. Une performance hautement saluée par son entraîneur Laurent Blanc. C'est une belle et grande joie, oui. C'est une belle et grande joie d'obtenir ce 3e titre consécutif pour le Paris Saint-Germain, qui a été difficile à obtenir. Même si on fait les comptes ce soir, on a quand même 8 points d'avance sur le second, 11 points d'avance sur le 3e. C'est vrai qu'on a été un petit peu dans l'adversité en première partie de saison, pour diverses raisons. Et ce que je trouve un petit peu anormal, c'est que avant de juger tout ça, on aurait pu comprendre certaines circonstances. Pour franchir d'autres paliers, le triple champion de France doit encore progresser à tous les niveaux. Je savais que c'était ce groupe-là qui allait obtenir les titres ou pas, mais qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements au mercato d'hiver, ça je le savais déjà. Et j'ai bien fait parce que les joueurs en 2015 m'ont rendu cette confiance. Il est évident que Paris ne veut pas s'arrêter là, veut encore continuer à progresser, veut encore continuer à s'améliorer avec les joueurs, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le staff, que ce soit les dirigeants. Éliminé 3 fois consécutives au stade des quarts de finale de Ligue des Champions, le triple champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions, rêve de jouer les grands rôles dans le concert des grands clubs d'Europe. Revenons au Gabon pour finir. À Libreville, s'est ouvert la semaine écoulée la 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball. Une compétition qui va se disputer jusqu'au 25 mai prochain. Sont en lice 22 équipes, dont 10 masculines et 12 féminines, réparties en 4 groupes à raison de 2 par catégorie, conformément au tirage au sort effectué le week-end surpassé dans un hôtel de la capitale. Willy Tonangoy de Bambera. Le ministre gabonais des Sports et le président de la Confédération africaine de handball étaient une nouvelle fois à l'honneur hier au gymnase du Prytanée militaire de Libreville pour donner le coup d'envoi de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball. Pour le patron du sport au Gabon, c'est un plaisir incommensurable que de voir le Gabon abriter cette compétition. Le numéro 1 du handball africain, quant à lui, a rendu un hommage à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement de la capitale gabonaise. En ce qui concerne la répartition des équipes, elle est établie comme suit. Chez les dames, le groupe A comprend Progresso d'Angola, le TRC du Cameroun, Abosport du Congo, Héritage de la République démocratique du Congo et Phoenix du Gabon, alors que dans le groupe B seront prises FAP du Cameroun, Primero d'Agosto d'Angola, l'Étoile du Congo, ASC de Celtic du Sénégal et l'Africa Sport d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Chez les hommes, la poule A comprend Al-Ali d'Égypte, le club africain de Tunis de Tunisie, la jeunesse sportive de Kinshasa de la République démocratique du Congo, France du Cameroun, Interclub du Congo et le Stade Bandji du Gabon, tandis que dans le groupe B, on retrouve l'Espérance de Tunis, détentrice du trophée, les forces armées et de police du Cameroun, Scorpion de la République démocratique du Congo, RC Flower du Bénin, les Diables Noirs du Congo et la jeunesse sportive de Mouila, JSM du Gabon. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Canal 7, votre télévision panafricaine. Bon début de semaine à vous, où que vous soyez sur le continent.